Contribution remarquable à la promotion du bien commun pour l'humanité. Alors même que nous nous exprimons, les casques bleus des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, symbole de paix s'il en est, contribuent largement au maintien de la paix et de la sécurité internationale. L'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948 a constitué un moment charnière pour promouvoir les droits de l'homme, alors même que la création du Conseil des droits de l'homme et de la Cour pénale internationale ont permis de progresser à grands pas sur la voie de l'institutionnalisation de la protection des droits de l'homme. Les objectifs du millénaire pour le développement, lancés en l'an 2000, ont inauguré la campagne la plus réussie de succès en matière d'élimination de la pauvreté dans l'histoire des Nations Unies, extirpant de la pauvreté extrême des centaines de millions de personnes. Et en République de Corée, peut-être plus qu'ailleurs, les efforts des Nations Unies font vraiment la différence. Cette année revêt une signification particulière pour la République de Corée, une année marquée par l'allégresse du 70e anniversaire de notre libération, mais aussi par l'angoisse d'entamer une 70e année marquée par des dissensions. Ces 70 dernières années, la République de Corée a transcendé les affres de la partition de la guerre et s'est attachée à parvenir à l'industrialisation et à la démocratisation. Les Nations Unies ont été aux côtés de la République de Corée depuis la création de notre gouvernement jusqu'à ce jour. Les valeurs et idéaux promus par les Nations Unies, la paix mondiale, la promotion des droits de l'homme et la prospérité commune, incarnent la vision même de la République de Corée et l'avenir de la Corée et l'avenir que la Corée envisage va de pair avec les aspirations des Nations Unies. Les défis à relever et les réalisations accomplies par la République de Corée au fil des ans témoignent de la façon dont l'objectif des Nations Unies pour un monde nouveau est promu avec succès. Monsieur le Président, nonobstant les efforts déployés par les Nations Unies et la communauté internationale, l'humanité se trouve aujourd'hui confrontée à de multiples écueils dans le monde entier. À ce jour, les conflits, petits et grands, et les guerres civiles extrêmes sont légion. La montée en puissance de groupes extrémistes tels que le YEL représente une préoccupation internationale à laquelle il faut remédier au plus tôt. La photo d'Aylan Kurdi a bien montré comment l'instabilité entraîne la crise de réfugiés humanitaires la plus importante qui soit depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les changements climatiques menacent la vie des générations futures. Ebola et d'autres maladies infectieuses font des milliers de victimes, montrant bien l'importance de la sécurité sanitaire. Aujourd'hui, dans le village planétaire dans lequel nous vivons, nul n'est à l'abri des menaces mondiales et transnationales. La communauté internationale connaît de multiples bouleversements et aujourd'hui plus que jamais, l'heure est venue d'allumer la lueur d'espoir. Cette lueur symbolisée par les Nations Unies qui, de par le monde, s'attachent à promouvoir la paix internationale et la sécurité, les droits de l'homme et la prospérité pour tous. La communauté internationale devrait, plus que tout autre, se rallier autour des Nations Unies pour réinsuffler l'esprit fondateur de la Charte des Nations Unies, qui demande la confiance dans la dignité et la valeur de la personne humaine. Nous devons édifier des Nations Unies solides, véritables porte-drapeaux d'un multilatéralisme renouvelé et incarnant la valeur de la dignité humaine fondée sur la liberté, les droits de l'homme, la justice et l'état de droit. En plaçant la paix et le bonheur de notre village planétaire au cœur même de ses efforts diplomatiques, la Corée ne ménagera aucun effort pour aider les Nations Unies à relever les défis auxquels se trouve confrontée la communauté internationale, tout en mettant en exergue les idéaux de l'humanisme et la nécessité de respecter ces idéaux. L'élan des Nations Unies pour mener à bien un programme de développement pour l'après-2015 place également l'être humain au cœur des efforts consentis. Le programme 2030 pour le développement durable, adopté lors du sommet sur le développement durable il y a 3 jours, constituera un véritable jalon sur la voie d'un avenir meilleur dans lequel nul ne sera laissé pour compte.
pas plus d'un demi-siècle, il y a un demi-siècle, la République de Corée comptait parmi les pays les plus pauvres du monde. Aujourd'hui, nous sommes parmi une des 15 premières économies de la planète. En faisant ce miracle du fleuve Han, nous avons puisé des forces colossales de l'assistance et de la coopération au développement de la communauté internationale. À cet égard, je crois que le programme de développement durable à l'horizon 2030 constituera un tremplin de taille qui pourra nous amener à créer un troisième miracle de par le monde. La République de Corée assume la présidence actuelle de l'ECOSOC, qui continuera à jouer un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de ce programme de développement, contribuant ainsi activement à la réalisation des objectifs de développement. Au fil des ans, la République de Corée partagera activement ses expériences et son savoir-faire avec la communauté internationale. Dans l'intervalle, nous avons déjà partagé avec les pays en développement l'expérience du mouvement Samuel Udong, qui a servi de tremplin pour les progrès de notre pays. J'estime que ce Samuel Udong peut optimiser l'utilité même de la coopération du développement avec les pays en développement, étant donné que cela insuffle un sentiment de confiance et d'appropriation grâce à des mesures d'incitation, tout en jetant les bases de l'autosuffisance dans les communautés avec la participation des populations locales. Il y a 2 jours, nous avons co-organisé avec le PNUD et l'OCDE une manifestation de haut niveau sur le Samuel Udong, et nous sommes convenus d'œuvrer de concert pour éradiquer la pauvreté et renforcer les communautés locales dans les pays en développement. Nous poursuivrons ces efforts afin de créer un nouveau modèle pour le développement rural dans les pays en développement. Le développement économique de notre pays s'explique aussi par le talent humain. Associé à un investissement colossal, l'éducation est un élément fondamental qui autonomise des individus et permet de promouvoir le développement durable. La Corée a participé activement à l'initiative mondiale pour l'éducation avant tout. Nous avons organisé le Forum sur l'éducation mondiale avec l'UNESCO en mai dernier, conduisant ainsi à l'adoption de la déclaration d'Incheon qui a fixé des objectifs en matière d'éducation à l'échelon international d'ici à 2030. À l'avenir, la République de Corée continuera à déployer ses efforts dans le domaine de l'éducation. Et en particulier, nous continuerons à coopérer avec l'UNESCO pour que tout citoyen ait l'éducation qu'il mérite. Par ailleurs, la Corée jouera également un rôle de taille pour renforcer la sécurité mondiale sur le plan sanitaire. De surcroît, nous avons également lancé une équipe d'intervention d'urgence en Sierra Leone pour aider à contrecarrer Ebola à la fin de l'an dernier. Et nous avons également annoncé une contribution à hauteur de 100 millions de dollars au cours des 5 années à venir pour renforcer les capacités des pays en développement lors de la 2e réunion sur le programme de sécurité sanitaire mondiale qui s'est tenue il y a 3 semaines à Séoul. En outre, la République de Corée envisage de mener des projets pour aider les pays en développement, et ce à hauteur de 200 millions de dollars dans les 5 prochaines années à venir, dans le cadre d'une initiative visant à favoriser une meilleure vie pour les filles. Mesdames et messieurs les représentants, alors même que nous sommes parvenus à promouvoir une industrialisation rapide, la Corée n'a ménagé aucun effort pour appuyer une véritable coexistence entre l'homme et la nature. Le 5 avril est devenu la journée des arbres et nous avons encouragé le reboisement, ce qui a entraîné une augmentation, une multiplication même par 20 du nombre d'arbres par hectare au cours des 50 dernières années. Depuis 1972, nous avons désigné des zones vertes pour lutter contre le développement de banlieues, créant ainsi une harmonie entre l'environnement et le développement. Nous voulons maintenant promouvoir la protection de l'environnement aux côtés de la communauté internationale qui lutte contre les changements climatiques. La lutte contre les changements climatiques est une tâche de toute urgence que nous ne pouvons nous permettre de reporter à plus tard. Il est essentiel que la communauté internationale obtienne des résultats concrets et significatifs à la conférence des parties
de 2005 au mois de décembre. J'estime que la lutte contre les changements climatiques ne constitue en rien un fardeau, c'est plutôt une occasion nouvelle qui s'offre à nous pour façonner les moteurs de la croissance grâce à l'innovation technologique. Mue par cette conviction, la Corée a présenté ses contributions prévues déterminées au niveau national en juin dernier et nous nous attachons à passer à une économie à faible émission de carbone tout en participant activement aux négociations sur le climat. En outre, en tant que pays hôte du secrétariat du Fonds vert pour le climat et l'Institut sur la croissance verte, la Corée continuera à appuyer la lutte contre le changement climatique. Mesdames et messieurs, l'examen récent des opérations de maintien de la paix, du maintien de la paix, la promotion du rôle des femmes, de la paix et de la sécurité ne pouvait mieux tomber. Nous avons connu une guerre dévastatrice. Nous portons les cicatrices de la partition jusqu'à ce jour et la République de Corée est donc tout à fait consciente de l'importance de la paix et nous sommes très attachés aux efforts consentis par les Nations Unies pour protéger la paix. À ce jour, la Corée a déployé quelques 13 500 casques bleus dans le cadre de 18 missions. Les casques bleus coréens sont très appréciés compte tenu de leurs activités de reconstruction et de leur comportement exemplaire. Suite à des consultations avec les Nations Unies, la Corée envisage des déploiements supplémentaires dans les missions de maintien de la paix dans un avenir proche et nous envisageons également de renforcer notre partenariat de taille avec l'Union africaine afin d'aider les réfugiés syriens qui fuient l'instabilité du Moyen-Orient. La Corée va accroître l'assistance humanitaire fournie aux pays concernés. La Corée consent également de nombreux efforts pour jeter les bases de la paix en Asie du Nord-Est, région qui continue à souffrir de tensions qui perdurent et qui connaît encore la discorde entre les pays. Dans l'Asie du Nord-Est, nous assistons à un renforcement du phénomène du paradoxe asiatique où la coopération politique et sécuritaire reste à la traîne par rapport à l'interdépendance économique conséquente entre les pays de la région. Récemment, de nouvelles décisions qui pourraient avoir des conséquences importantes pour la sécurité de la région font naître des appréhensions entre les pays de la région. Une loi japonaise adoptée récemment sur la sécurité et la défense devrait être mise en œuvre de façon transparente et de façon à promouvoir des relations amicales entre les pays de la région et de façon à promouvoir la paix et la stabilité dans la région. Évoquant l'Asie du Nord-Est avec les tensions et la discorde qui perdurent, M. Ban Ki-moon a décrit la région comme étant un chaînon manquant crucial. Sans mécanisme de coopération régionale. J'insiste sur l'initiative de coopération et de paix en Asie du Nord-Est pour retrouver ce chaînon manquant et pour sortir d'un cercle vicieux et pour promouvoir le cycle vertueux de la confiance et de la coopération. Les consultations entre les pays de la région sont en cours sur différentes idées. La sécurité nucléaire, la gestion des catastrophes, l'aspect sanitaire, le partage d'expériences pour promouvoir la paix et la coopération. Ces efforts contribueront également à régler le dossier nucléaire de la Corée du Nord, qui constitue une véritable menace pour la paix dans notre région et au-delà. Régler le dossier nucléaire devrait être une question prioritaire si nous voulons promouvoir l'intégrité du régime de non-prolifération et répondre aux aspirations de l'humanité pour un monde sans armes nucléaires. En juillet dernier, l'accord nucléaire iranien a été conclu. Aujourd'hui, la communauté internationale devrait axer ses efforts sur le règlement du dossier nucléaire de la Corée du Nord, dernier défi en la matière. Ces dernières semaines, la RPDC a une nouvelle fois fait montre d'intimidation avec des actes de provocation qui pourraient violer les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ceci nuirait au dialogue intercoréen et saperait les efforts déployés par les membres dans le cadre des pourparlers à 6 pour rouvrir les pourparlers sur la dénucléarisation.
La RPDC aurait tout intérêt à opter pour la réforme et l'ouverture plutôt que pour les provocations, et elle devrait arrêter d'assujettir son peuple à un sort ô combien difficile. Poursuivre des provocations, y compris un programme de développement nucléaire, compromettra les valeurs de la paix, de l'humanité, incarnées par la communauté internationale et les Nations unies. Si la RPDC abandonne ses ambitions nucléaires et s'engage sur la voie d'ouverture de la coopération, la République de Corée coopérera avec la communauté internationale pour aider la Corée du Nord à développer son économie et à améliorer la qualité de vie de sa population. Mesdames et messieurs, ces 10 dernières années, les Nations unies ont largement progressé, notamment pour promouvoir et protéger les droits de l'homme et la liberté. La notion de responsabilité de protéger a été adoptée au sommet de 2005. On a parlé également de la responsabilité juridique pour les coupables de génocide, sans oublier le TPIR, le TPY et la Cour pénale internationale. Je crois que nous devrions renforcer plus encore la responsabilité de protéger pour éviter que la crise humanitaire actuelle ne se détériore plus encore. L'an dernier, à cette tribune, j'ai souligné le fait que la violence sexuelle à l'encontre des femmes lors des conflits armés ou qu'elles interviennent constitue indéniablement une violation des droits de l'homme et des notions d'humanisme. Cette année marque le 15e anniversaire de l'adoption de la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité, et la communauté internationale devrait saisir cette occasion pour accorder plus d'attention à la question de la violence sexuelle contre les femmes dans les conflits. La raison la plus importante est le fait que seules quelques victimes de la violence sexuelle brutale commise durant la Deuxième Guerre mondiale sont toujours en vie aujourd'hui. Les solutions peuvent penser les plaies, elles doivent être conçues rapidement tant que ces victimes sont encore en vie. Les efforts des hauts commissaires aux droits de l'homme et de rapporteurs spéciaux sur la question devraient pouvoir porter leurs fruits. Nous ne pouvons façonner l'avenir que si nous reconnaissons les erreurs du passé. Nous espérons maintenant que l'esprit de partenariat en faveur de l'humanité, incarné par les Nations unies, résonnera pour penser les plaies du passé et pour façonner l'avenir. Une des questions qui a attiré l'attention internationale dans le domaine des droits de l'homme ces dernières années est la situation des droits de l'homme en RPDC. Le rapport de la commission d'enquête sur les droits de l'homme en RPDC, publié la semaine dernière, a demandé une réaction rapide de la communauté internationale pour essayer de régler ce dossier. Suite à la publication du rapport, non seulement le Conseil des droits de l'homme et l'Assemblée générale vont adopter des résolutions, mais le Conseil de sécurité devrait également discuter de cette question. Une nouvelle fois, nous demandons à la RPDC d'entendre les préoccupations de la communauté internationale et de commencer à améliorer la situation des droits de l'homme. Mesdames, Messieurs, à l'Assemblée générale l'an dernier, j'ai proposé qu'un parc mondial pour la paix soit construit pour faire naître le rêve de paix au sein d'une zone démilitarisée, symbole d'une péninsule de Corée divisée. Toutefois, comme l'ont montré les provocations récentes dans la zone, la réalité à laquelle nous ne pouvons échapper est que la paix sur la péninsule de Corée peut être compromise à tout moment. Heureusement, les deux Corées sont parvenues à conclure un accord le 25 mai grâce à des pourparlers de haut niveau. Elles sont maintenant sur le point de lancer un cycle vertueux de confiance et de coopération. Et ce, en lien avec l'accord du 25 août et en lien avec les mesures concrètes en faveur de la réconciliation et de la coopération par les deux Corées. Nous devons cesser de recourir à des arguments politiques ou militaires pour fermer les yeux sur le problème humanitaire. J'espère que nous pourrons avancer sur la voie qui nous permettra à regagner notre identité commune
en tant que nation unique, grâce à un dialogue officiel et grâce à des échanges prévus par l'accord du 25 août. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les représentants, le 3 octobre, dans quelques jours, les Allemands commémoreront le 25e anniversaire de leur réunification. Alors même, et de la même façon que les Nations unies se sont félicitées de la naissance de la République de Corée en 1948, je rêve du jour où le monde entier fêtera l'unification de la Corée. Mettre un terme à ces 70 ans de division de la péninsule de Corée, dernier vestige de la guerre froide, ne constituera rien de moins qu'une contribution à la paix mondiale. Récemment, la République de Corée a organisé un voyage en train appelé l'Express eurasien de l'amitié, qui a parcouru la Russie pour arriver jusqu'en Europe. Ceux qui ont participé à ce voyage ont été extrêmement émus et touchés. Toutefois, ce train n'a pas pu passer par la RPDC étant donné que le transport ferroviaire y était interrompu. Je vous demande à tous, ici aux Nations Unies, de nous prêter main forte pour ouvrir grand des portes et pour que le souffle de la paix s'engouffre sur la péninsule de Corée. Une Corée unifiée, pacifique, sera une nation démocratique prospère, sans armes nucléaires, une nation s'attachant à promouvoir les droits de l'homme. De surcroît, une péninsule de Corée unifiée, symbole de paix dans notre village planétaire et nouveau moteur de croissance, contribuera grandement à la paix et à la prospérité dans l'Asie du Nord-Est et au-delà. J'espère que les Nations Unies et toutes les nations épris de paix œuvreront de concert afin que les idéaux de paix, de dignité humaine dont rêvaient les fondateurs des Nations Unies il y a 70 ans se concrétisent grâce à l'unification de la péninsule de Corée. Dans ce périple vers un monde meilleur, vous pouvez compter sur la République de Corée. Nous accompagnerons les Nations Unies et la communauté internationale. Vous pouvez compter sur nous. Je vous remercie. Je remercie la présidente de la République de Corée de sa déclaration. Je voudrais maintenant demander aux représentants de rester assis pendant que nous accompagnons la présidente.